Il y a plus de 2000 ans, alors que Rome étendait déjà son ombre sur la Méditerranée, une terre ancienne continuait de respirer au rythme d'un fleuve plus vieux que tous les empires qui prétendaient la posséder. Cette terre, c'était l'Égypte. Et au moment où tant de royaumes naissaient, prospéraient puis disparaissaient, l'Égypte portait déjà derrière elle des millénaires de temples, de tombeaux, de dynasties, de dieux et de mémoires. Les pyramides étaient déjà antiques pour ceux qui vivaient alors. Les grands pharaons des premiers âges appartenaient déjà à un passé lointain, presque sacré, presque irréel. Pourtant, le pays vivait encore. Ses champs étaient encore semés. Ses scribes continuaient d'écrire. Ses prêtres continuaient de prier. Ses bateaux remontaient toujours le Nil. Et, sur ce vieux royaume chargé de gloire et de fragilité, allait régner l'une des figures les plus célèbres de toute l'histoire, Cléopâtre. Mais comprendre Cléopâtre, ce n'est pas seulement raconter une reine, c'est entrer dans un monde. Car derrière son nom, derrière sa beauté légendaire, derrière les histoires de César, d'Antoine et de Rome, il y avait tout un pays vivant, complexe, immense et profondément humain. Il y avait des paysans qui attendirent la crue du Nil comme on attend un miracle. Il y avait des marchands qui criaient dans les rues d'Alexandrie. Il y avait des prêtres qui gardaient les sanctuaires des dieux, des mères qui veillaient sur leurs enfants, des scribes qui comptèrent le grain, des marins qui affrontèrent la mer, des artisans qui façonnèrent le lin, le verre et l'or, des soldats grecs, des serviteurs égyptiens, des savants penchés sur les étoiles, et une reine qui devait porter sur ses épaules non seulement son propre destin, mais celui d'un royaume menacé de toutes parts. Quand on pense à l'Égypte antique, on imagine souvent un monde figé dans le sable, immobile comme ses statues. Pourtant, l'Égypte de Cléopâtre était tout sauf immobile. C'était un pays vibrant, traversé par les tensions de son temps. Elle appartenait à l'ultime chapitre d'une civilisation très ancienne, mais elle vivait dans un monde déjà moderne à sa manière, un monde d'alliances diplomatiques, de propagande, de dettes, de commerce international et de lutte de pouvoir. Le règne de Cléopâtre se situait à la fin de l'époque ptolémaïque, lorsque l'Égypte n'était plus dirigée par des pharaons égyptiens d'origine, mais par une dynastie fondée après la conquête d'Alexandre le Grand. Les Ptolémées étaient d'origine macédonienne. Ils parlaient grec. Ils gouvernaient depuis Alexandrie. Ils régnaient sur l'Égypte, mais ils n'étaient pas l'Égypte au sens ancien du terme. Et c'est justement dans cette fracture que se trouve une grande partie de la vérité sur Cléopâtre. Car Cléopâtre était à la fois héritière d'une dynastie grecque et souveraine d'un royaume égyptien. Elle était la fille d'un palais hellénistique, mais elle comprit mieux que ses ancêtres que pour gouverner l'Égypte, il ne suffisait pas de porter une couronne. Il fallait parler à la terre, aux dieux, au peuple et à l'histoire du pays. Contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs, elle apprit la langue égyptienne. Elle ne se contenta pas d'être une reine étrangère assise sur un trône ancien. Elle chercha à devenir, aux yeux de ses sujets, une véritable pharaone, l'incarnation vivante d'un pouvoir sacré. Là où d'autres avaient gouverné l'Égypte, elle voulut l'habiter. Avant même de parler d'elle, il faut imaginer le décor dans lequel elle vivait. Au nord, face à la Méditerranée, se dressait Alexandrie, la ville la plus brillante de son royaume. Fondée par Alexandre le Grand, elle n'avait ni le mystère de Thèbes, ni la profondeur sacrée de Memphis. Mais elle possédait quelque chose d'autre, l'éclat. Alexandrie n'était pas seulement une capitale, c'était une vitrine du monde méditerranéen, un port gigantesque où se mêlaient marchandises, langues, dieux, ambitions et rumeurs. On y croisait des Grecs, des Égyptiens, des Juifs, des Syriens, des Nubiens, des marchands venus de Chypre, des marins de Rhodes, des diplomates romains, des philosophes, des banquiers, des soldats et des scribes. C'était une ville de marbre et de poussière, de bibliothèques et d'entrepôts, de raffinement et de brutalité. Au large se dressait le phare d'Alexandrie, l'une des merveilles du monde. Sa lumière guidait les navires, mais elle symbolisait aussi quelque chose de plus grand, la prétention d'Alexandrie à être le centre du savoir, du commerce et du pouvoir. Là se trouvait la célèbre bibliothèque, ou du moins ce qu'il en restait à l'époque de Cléopâtre, car le mythe dépasse souvent la réalité. Pourtant, même diminuée, Alexandrie restait un foyer intellectuel extraordinaire. Des savants y étudiaient la géométrie, la médecine, l'astronomie, la philosophie, la géographie. Dans cette ville, on débattait du mouvement des astres, tandis que, sur les quais, des hommes déchargèrent des sacs de blé à bout de bras. L'Égypte de Cléopâtre était précisément cela. Un monde où la science la plus raffinée pouvait exister à quelques pas de la faim, de la servitude et des intrigues de cour. Et si Alexandrie était le visage éclatant du royaume, le Nil en était le cœur. Car sans le Nil, il n'y avait pas d'Égypte. Tout dépendait de lui. Sa crue annuelle décidait de la vie ou de la misère. Quand ses eaux montaient comme il fallait, elles déposaient une boue noire fertile sur les terres, et les récoltes étaient abondantes. Quand elles manquaient, la famine menaçait. Quand elles étaient trop violentes, elles emportaient les champs et les villages. Pour les habitants de l'Égypte,
Le Nil n'était pas seulement un fleuve, il était la respiration du monde. On le craignait, on l'aimait, on l'attendait. Il dictait le calendrier, la fiscalité, le travail, les espoirs. La vie de la plupart des gens n'avait rien du luxe associé à Cléopâtre. Elle se déroulait loin du palais, dans les villages de boue séchée, au bord des champs. Le paysan égyptien se levait tôt, bien avant la chaleur écrasante de midi. Sétika. Il vivait avec sa famille dans une maison simple, aux murs d'adobe, souvent composée de quelques pièces seulement, parfois avec un toit plat où l'on dormait la nuit lorsque la chaleur devenait étouffante à l'intérieur. Le pain était la base de l'alimentation. La bière, trouble et nourrissante, était bue quotidiennement. On mangeait des oignons, des dattes, des figues, du poisson séché, parfois des fèves ou des lentilles. La viande existait, mais pour beaucoup, elle restait rare. Le luxe n'était pas seulement une question d'or. Il pouvait être un repas plus riche, une huile parfumée, un tissu plus fin, un jour sans dette. L'agriculture occupait une place immense. On semait le blé et l'orge, on cultivait le lin, les légumes, les fruits. Les bœufs tiraient l'arrière. Les hommes creusaient, semaient, récoltaient. Les femmes travaillaient elles aussi, dans la maison, dans les ateliers, dans les marchés, parfois dans les champs. Les enfants n'étaient pas protégés de l'effort par l'idée moderne de l'enfance. Très tôt, ils apprenaient à participer à la survie de la famille. Le soleil frappait dur, les mains se couvrirent de crevasses, le dos se courbait vite. Mais cette dureté n'effaçait pas la vie. Il y avait des fêtes, des chants, des naissances, des mariages, des croyances et des rêves. Il y avait une dignité dans la continuité même de l'existence. Dans l'Égypte de Cléopâtre, l'État regardait tout. Il comptait, il taxait, il mesurait. Les scribes occupaient donc un rôle essentiel. Ils faisaient partie de ces hommes qui, sans être rois ni généraux, tenaient le royaume par l'écriture. Ils notaient les récoltes, les impôts, les propriétés, les transports, les dettes. Dans une société où l'administration était la véritable armature du pouvoir, savoir lire et écrire ouvrait des portes immenses. Le scribe n'était pas seulement un copiste, il était l'intermédiaire entre le paysan et l'autorité, entre la récolte et le trésor, entre le quotidien et le royaume. Pour beaucoup de familles, faire instruire un fils afin qu'il devienne scribe représentait une ascension immense, une sortie du labeur le plus écrasant. Et au sommet de cette pyramide sociale régnait une élite mêlée, souvent grecque par la langue et la culture du pouvoir, mais dépendante d'un pays majoritairement égyptien. Dans les palais, les maisons riches et les quartiers privilégiés d'Alexandrie, la vie était différente. Là, on portait des vêtements de lin fin, parfois teints ou brodés. On se parfumait, on assistait à des banquets, on discutait de politique, de philosophie, de poésie. On avait des esclaves et des serviteurs. On faisait venir des produits de luxe, vins étrangers, épices, papyrus de qualité, bijoux, vaisselle ouvragée. Mais cette élégance reposait sur une réalité plus brutale, l'accumulation de richesses entre peu de mains, soutenue par l'impôt, la hiérarchie et le contrôle rigoureux des ressources. Cléopâtre naquit dans ce monde de contrastes. Elle vit le jour en 69 avant notre ère, dans une dynastie déjà rongée par les rivalités. Les Ptolémées régnaient depuis près de 3 siècles, mais leur pouvoir s'était affaibli. Les querelles de succession, les dettes envers Rome, les violences de palais et l'isolement politique avaient érodé leur grandeur. Derrière les façades de marbre et les cérémonies sacrées, la cour était un lieu dangereux. Les mariages entre frères et sœurs, pratiqués par la dynastie pour préserver le pouvoir, ne produisaient pas seulement des unions politiques. Ils nourrissaient une atmosphère d'étouffement, de concurrence, de suspicion. Un frère pouvait devenir un époux. Une sœur pouvait devenir une rivale. Un père pouvait préférer un enfant avant de le sacrifier à la raison d'État. Le père de Cléopâtre, Ptolémée d'Oussours, n'était ni un conquérant ni un grand bâtisseur. Son règne fut fragile et coûteux. Pour conserver son trône, il dépendit largement du soutien romain. Et cette dépendance se payait cher. Rome ne donnait rien sans attendre davantage. Ainsi, lorsque Cléopâtre grandit, elle comprit très tôt que le plus grand danger pour l'Égypte ne venait pas seulement d'une révolte intérieure ou d'une mauvaise crue du Nil. Il venait de l'avidité tranquille de Rome, de cette puissance qui avançait moins toujours par la force directe que par l'endettement, l'influence, les pactes, puis l'annexion. Mais Cléopâtre n'était pas une princesse ordinaire. Les sources antiques, souvent hostiles ou biaisées, ont beaucoup insisté sur sa séduction. Pourtant, ce qui impressionnait chez elle ne se limitait pas à son apparence. Ce qui frappait surtout, c'était son intelligence. Elle fut éduquée dans un milieu où la culture grecque valorisait la rhétorique, la philosophie, la diplomatie. Elle aurait maîtrisé plusieurs langues, un fait exceptionnel pour les souverains ptolémaïques. Là où certains régnaient derrière une distance cérémonielle, elle savait parler, persuader, écouter, séduire au sens le plus large du terme. Non pas seulement charmer, mais capter l'attention.
imposer sa présence, faire sentir à chacun qu'il se trouvait devant une personne rare. Quand son père mourut, elle monta sur le trône aux côtés de son jeune frère, selon l'usage dynastique. Mais dans ce royaume, partager le pouvoir signifiait souvent préparer la guerre. Très vite, les tensions éclatèrent. Cléopâtre fut écartée d'Alexandrie par les conseillers de son frère. Elle dut quitter la capitale, rassembler des soutiens, attendre son heure. C'est alors que le destin du royaume se lia à celui d'un autre homme célèbre, Jules César. Lorsque César arriva en Égypte, il n'y venait pas comme un simple visiteur, mais comme le maître d'un monde romain en pleine guerre civile. Cléopâtre comprit immédiatement ce que beaucoup n'osaient pas admettre. Celui qui contrôlerait la faveur de Rome pourrait conserver l'Égypte, au moins pour un temps. La scène où elle se fait introduire auprès de César, dissimulée selon la tradition dans un tapis ou un linge, a traversé les siècles parce qu'elle résume parfaitement son génie politique. Elle savait frapper l'imagination, elle savait choisir l'instant, elle savait transformer une rencontre en événement. Ce n'était pas seulement une entrée théâtrale, c'était un acte de pouvoir. À travers César, Cléopâtre récupéra son trône. Mais cela eut un prix. Alexandrie devint le théâtre de combat. Des hommes moururent pour des querelles de palais mêlées aux ambitions de Rome. Derrière les récits brillants des grandes figures, la vie ordinaire continuait pourtant. Les marchés ouvraient toujours, les pêcheurs lancèrent leurs filets, les prêtres entretenaient les rites, les femmes accouchaient. Les familles enterraient leurs morts. C'est l'une des vérités les plus profondes de l'histoire. Pendant que les puissants décident du destin des royaumes, le peuple continue de vivre, d'aimer, de souffrir et d'espérer dans l'ombre de ses décisions. La religion restait au centre de cette existence. Même si l'Égypte de Cléopâtre était profondément marquée par la culture grecque, les anciens dieux n'avaient pas disparu. Isis, Osiris, Horus, Hathor, Anubis et tant d'autres continuaient de structurer l'imaginaire du pays. Les temples n'étaient pas seulement des lieux de prière, ils étaient des centres économiques, administratifs et symboliques. Ils possédaient des terres, employaient des hommes, accumulaient des richesses, diffusaient l'autorité du sacré. Cléopâtre le savait mieux que quiconque. Pour être acceptée pleinement, elle devait apparaître non seulement comme une reine, mais comme une figure reliée au divin. Elle se fit représenter sous les traits d'Isis, la grande déesse mère, protectrice, royale et puissante. Dans une terre où le pouvoir n'était jamais totalement séparé du sacré, ce geste n'était pas décoratif, il était stratégique. La vie religieuse touchait toutes les classes de la société. Le petit peuple portait des amulettes, adressait des prières simples, déposait des offrandes, consultait les sanctuaires. On priait pour la santé, pour la fertilité, pour une bonne crue, pour un accouchement sans drame, pour la guérison d'un enfant, pour une traversée sûre. La mort occupait une place particulière, comme toujours en Égypte. Même à l'époque de Cléopâtre, alors que les siècles avaient transformé les pratiques, on continuait de croire profondément à la survie de l'âme, à la nécessité de préserver le corps, aux rites funéraires, aux tombeaux, aux formules protectrices. Bien sûr, tout le monde n'avait pas accès aux splendeurs des anciennes nécropoles. Mais le désir de survivre à la mort, lui, traversait toutes les couches de la société. Parmi les particularités de l'Égypte, il y avait aussi la place relativement importante que les femmes pouvaient y occuper comparée à d'autres sociétés antiques. Cela ne signifiait pas l'égalité au sens moderne, mais les femmes égyptiennes pouvaient posséder des biens, hériter, conclure certains contrats, demander le divorce. Cette réalité ancienne donnait au pouvoir féminin de Cléopâtre un ancrage particulier. Elle n'était pas une anomalie totale dans l'histoire égyptienne. Le pays avait déjà connu des femmes de pouvoir, des reines, des régentes, même des pharaones. Toutefois, dans le monde méditerranéen dominé par les hommes de guerre romains, son autorité restait profondément dérangeante. Beaucoup de ses ennemis chercheraient à plus tard à la réduire à une tentatrice capricieuse, précisément parce qu'admettre son intelligence politique aurait été reconnaître qu'une femme avait tenu tête à Rome. La cour de Cléopâtre devait être un lieu fascinant et redoutable. On y parlait grec, on y recevait des ambassadeurs, on y négociait des cargaisons de blé, des appuis militaires, des alliances matrimoniales. On y dressait des listes, on y lisait des rapports venus des provinces, on y surveillait les gouverneurs, on y craignait les complots. Être reine, pour Cléopâtre, ce n'était pas seulement apparaître en public dans la splendeur de l'or et du lin. C'était écouter, juger, calculer. C'était savoir combien le Nil avait monté, combien de blé serait stocké, combien d'argent Rome exigerait, quels prêtres il fallait honorer, quels officiers il fallait acheter, quels rivaux il fallait neutraliser avant qu'ils n'agissent. Il est facile, avec le recul, de transformer Cléopâtre en mythe. Mais ce qui rend son histoire si puissante, c'est justement qu'elle dut vivre au milieu de réalités très concrètes. Elle devait manger, dormir, tomber malade, se méfier, se montrer forte quand elle avait peur. Elle était une souveraine, mais aussi une femme entourée d'hommes qui pouvaient la trahir. Elle était mère, elle était stratège,
Elle devait mettre en scène sa grandeur tout en affrontant des problèmes aussi terrestres que la faim, l'impôt, la flotte, les rivalités de succession et la violence romaine. Le trône ne la protégeait pas du danger, il l'y exposait davantage. L'économie égyptienne sous Cléopâtre était d'une importance énorme pour le monde méditerranéen. L'Égypte exportait du blé en quantité massive. Rome, de plus en plus dépendante de ses ressources, regardait le pays non comme un allié égal, mais comme un trésor à absorber. Les ports, les entrepôts, les réseaux fluviaux, la fiscalité sur les récoltes, le commerce du papyrus, du lin, des huiles, du verre et d'autres productions faisèrent de l'Égypte un royaume immensément convoité. Mais cette richesse ne signifiait pas prospérité partagée. Comme souvent, elle était aussi source d'exploitation. Les taxes pouvaient être lourdes, les communautés rurales étaient surveillées, les monopoles royaux contrôlaient plusieurs secteurs. Derrière la grandeur du royaume, il y avait une pression constante sur ceux qui travaillaient la terre. Dans les villes, la vie pouvait être tout aussi rude. Les rues d'Alexandrie, surtout hors des quartiers prestigieux, n'étaient pas un décor de pure élégance. Elles étaient bruyantes, inégales, vivantes. On y entendait les appels des vendeurs, les disputes, les langues mêlées, les sabots, les chariots, les cris des enfants. On y sentait la fumée, le poisson, l'huile, la sueur, les parfums, la mer. Les artisans y fabriquaient des lampes, des tissus, des poteries, des bijoux, des meubles, des filets. Les dockers y portaient des charges sous un soleil brutal. Les tavernes accueillaient les marins et les hommes sans prestige. Les riches passaient parfois à proximité de ceux qu'ils ne regardaient presque jamais. C'était une ville où le savoir le plus élevé coexistait avec les réalités les plus dures. Puis vint une nouvelle étape dans la vie de Cléopâtre. Après l'assassinat de César, le monde romain replongea dans le chaos. Et dans ce chaos apparut Marc-Antoine. Là encore, l'histoire a souvent préféré le romanesque au politique. Pourtant, leur alliance fut bien davantage qu'une passion. Cléopâtre n'avait pas le luxe de choisir des relations purement sentimentales. Chaque lien majeur qu'elle nouait avec Rome devait servir à protéger l'Égypte. Marc-Antoine contrôlait l'Orient romain. Il avait besoin de richesses, de navires, de soutien. Elle avait besoin d'un partenaire puissant capable de contenir ses ennemis. Leur rencontre à Tarse, somptueuse et calculée, montra une fois de plus que Cléopâtre savait utiliser la mise en scène du pouvoir comme une arme. Pendant des années, leur alliance redessina la carte politique de la région. Des enfants naquirent, des territoires furent distribués. Des cérémonies grandioses affirmèrent la puissance orientale de Cléopâtre et d'Antoine face à l'ascension d'Octave. Mais à mesure qu'ils cherchaient à créer un nouvel équilibre, Rome se raidissait. Pour Octave, futur Auguste, Cléopâtre devint le symbole idéal de l'ennemi. Une reine orientale, riche, dangereuse, séduisante, capable selon lui d'envoûter les hommes romains et de détourner leur loyauté. Cette image fut une arme de propagande redoutable. En attaquant Cléopâtre, Octave attaquait aussi Antoine. Il transformait un conflit de pouvoir en croisade morale. Au fond, le destin de Cléopâtre fut peut-être scellé dès le moment où l'Égypte devint trop précieuse pour rester indépendante. La bataille d'Actium, en 31 avant notre ère, n'est pas seulement une défaite militaire, c'est l'effondrement d'un espoir. Après cette bataille, tout se referma autour d'elle. L'Égypte, ce vieux royaume qui avait survécu à tant de siècles, était sur le point de perdre jusqu'à son illusion d'autonomie. Alexandrie, si brillante, allait bientôt ouvrir ses portes à un maître romain. Les calculs, les alliances, les apparitions sacrées, les fastes du palais, tout ce que Cléopâtre avait déployé pour défendre son trône se heurtait à une réalité plus dure encore. La patience impériale de Rome avait fini par triompher. Et pourtant, même dans sa chute, Cléopâtre resta fidèle à l'essentiel de son personnage, le refus de se laisser réduire à un trophée. Après le suicide d'Antoine et l'arrivée d'Octave en Égypte, elle comprit que le pire n'était pas seulement la mort, mais l'humiliation. Être emmenée à Rome, exposée dans un triomphe, devenir la preuve vivante de la victoire d'un autre, voilà ce qu'elle ne pouvait accepter. Sa fin, entourée de légendes, demeure l'une des plus célèbres de l'Antiquité. Aspic, poison, mise en scène ultime. Les détails exacts nous échappent partiellement. Mais le geste, lui, reste clair. Elle choisit sa sortie plutôt que la cage dorée du vaincu. Avec sa mort, ce n'est pas seulement une reine qui disparaissait. C'était un monde. L'Égypte devint une province romaine. Le royaume des pharaons, qui avait déjà tant changé, cessait définitivement d'être souverain. Le blé du Nil alimenterait désormais plus directement l'appétit de Rome. Les temples survivraient encore longtemps. Les rites continueraient. Les paysans sèmeraient toujours leurs champs. Les prêtres réciteraient encore leurs prières. Les enfants naîtraient toujours au bord du fleuve. Mais quelque chose d'immense s'était éteint. L'idée qu'un souverain assis en Égypte pouvait encore parler au monde en son propre nom. Alors,
Comment était la vie dans l'Égypte antique à l'époque de Cléopâtre? Elle était bien plus nuancée que les images figées des manuels et des films. Ce n'était ni seulement un monde de luxe et d'or, ni seulement une terre de tombeaux et de hiéroglyphes. C'était une civilisation vieille de milliers d'années, encore vivante mais déjà menacée, où le sacré se mêlait à l'administration, où le fleuve commandait les récoltes, où les dieux continuaient d'habiter le quotidien, où les femmes pouvaient parfois détenir plus de droits qu'ailleurs, où l'élite parlait grec tandis que la terre, elle, restait égyptienne. C'était un monde de villages laborieux et de ports éclatants, de pauvreté silencieuse et de cérémonies somptueuses, de calculs politiques et de foi profonde. Et au centre de ce monde se tenait Cléopâtre, non pas comme une simple figure de séduction, mais comme la dernière grande souveraine d'un royaume ancien qui refusait de disparaître sans lutte. Elle fut le visage d'une Égypte crépusculaire, mais ce crépuscule n'était pas vide. Il était rempli de marchés, de prières, de sueurs, de parfums, de papyrus, de navires, de grains, de rumeurs, d'espoir et de peur. En elle se rencontraient Alexandrie et le Nil, le grec et l'égyptien, la politique la plus froide et la mise en scène la plus brillante, la vulnérabilité humaine et la majesté royale. C'est sans doute pour cela que son nom a traversé les siècles là où tant d'autres se sont perdus. Parce qu'en racontant Cléopâtre, on ne raconte pas seulement la fin d'une reine. On raconte la fin d'un monde ancien, l'acharnement d'un royaume à survivre, et la vie de millions d'êtres humains dont les voix se sont tues, mais dont l'existence a porté, jour après jour, la splendeur et la fragilité de l'Égypte. Là réside la vraie puissance de son histoire. Sous la couronne, sous les légendes, sous la propagande de ses ennemis, elle nous ramène toujours à la même vérité. Les civilisations paraissent éternelles, jusqu'au jour où elles comprennent que le temps avance. Et parfois, au moment même où elles s'effondrent, elles produisent leurs figures les plus inoubliables. Cléopâtre fut l'une de ces figures, et avec elle, l'Égypte ancienne prononça l'un de ses derniers grands mots devant l'histoire.